Et salut à toutes et à tous, c'est Baba des Bois, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se lance dans une nouvelle série de vidéos qui va être une série assez courte, je pense de 3-4 vidéos maximum. Et le but de cette série, ça va être de faire votre tout premier jeu vidéo avec Godot. Alors on est sur Godot 4, qui est sorti il n'y a pas longtemps, ce qui va nous permettre d'aborder un peu toutes les bases qui sont nécessaires au game dev, donc au développement de jeux vidéo. Et pour ça, on va faire un clone du jeu Asteroids, qui est un vieux jeu qui est sorti sur borne d'arcade en 1979. C'est un très vieux jeu 2D où vous avez un petit vaisseau qui doit naviguer entre des astéroïdes. Et le but, c'est de rester en vie le plus longtemps possible. J'ai volontairement choisi un jeu très simple parce que le but, c'est qu'on fasse un jeu en assez peu de vidéos, que ça soit efficace, que vous puissiez voir l'ensemble des bases sans vous prendre les pieds dans le tapis dans un projet trop gros, trop ambitieux, etc. C'est une bonne base, ça va vous permettre, si vous avez envie, d'ajouter des choses par-dessus. Je sais pas, vous pourriez ajouter des power-up pour tirer plus vite, pour se déplacer plus vite, pour faire des explosions, etc. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez ensuite par-dessus. Libre à vous d'explorer, et je vous invite à le faire, parce que c'est comme ça que vous allez vérifier que vous maîtrisez bien ce qu'on a appris dans les tutos, et que vous êtes capable de faire des choses par vous-même. Bon, alors la première étape, ça va évidemment d'aller sur le site de Godot Engine. Donc Godot, c'est un moteur gratuit et open source. Ça veut dire que vous pouvez le télécharger entièrement, gratuitement, il n'y a aucun frais. Le moteur est très léger, il pèse quelques dizaines de mégas. Donc voilà, c'est une super solution pour faire des jeux 2D. Le moteur est simple d'accès et il est hyper agréable à utiliser, vous allez voir. Donc voilà, le premier choix que vous avez à faire, c'est quand vous arrivez sur la page ici, vous allez avoir deux choix pour télécharger la version du moteur. Donc soit la 4.0.1 au moment où je tourne cette vidéo, vous aurez peut-être 4.0. quelque chose. En tout cas, il faut que ça soit la version 4, ça c'est sûr. En tout cas, il ne faut pas que vous téléchargiez la version 3.5.2. Ça, c'est la version d'avant de Godot, donc c'est Godot 3. Depuis, on a une nouvelle version, donc Godot 4, qui a amené énormément de changements. Et quand je dis énormément, c'est vraiment un autre moteur. C'est incroyable le travail qui a été fait par la communauté. Donc ici, on va choisir un Godot 4. Et ensuite, une fois que vous êtes ici, vous avez deux choix. Vous avez soit la version normale de Godot Engine, soit Godot Engine.net. Il y en a une qui est faite pour utiliser le langage de programmation par défaut de Godot, qui est un langage qui a été développé pour Godot, qui s'appelle GDScript. Pour celles et ceux qui connaissent, c'est un langage qui ressemble un peu à Python, qui est très facile à apprendre, qui est conçu pour être facile d'accès pour les débutants et qui est très lié au moteur. Donc ça rend vraiment l'utilisation du moteur hyper simple, quoi. Alors que GodotEngine.net est fait pour utiliser un autre langage de programmation bien connu qui s'appelle le C#, qui est plus répandu, que vous pouvez trouver dans d'autres moteurs de jeu, par exemple Unity. Ici, ça va pas nous intéresser le .NET. Nous, on va faire Godot Engine de base. Donc on va appuyer là. Ici, ça va vous télécharger Godot. Vous pouvez dézipper le zip, vous allez trouver un .exe dedans. Vous lancez, Godot va se lancer. Voilà, une fois que vous avez lancé Godot, vous allez vous retrouver dans une fenêtre comme ceci, qui va sûrement être vide ici, si c'est votre premier projet sur Godot. En fait, ici, c'est la liste des projets qui sont compatibles avec la version actuelle du moteur. Donc là, j'utilise Godot 4, c'est la liste des projets qui sont compatibles avec Godot 4 que j'ai ici. Alors, j'ai déjà un projet Asteroid parce qu'évidemment, j'ai préparé la vidéo. Et nous, on va faire ici un nouveau projet, on va partir de zéro. Que je vais appeler Asteroids Tuto, par exemple. Et que je vais choisir un endroit où le mettre. Voilà, donc je vais appeler le projet Asteroids Tuto, je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle Asteroids Tuto. Donc là, automatiquement, il m'a mis le projet dans le dossier qui a été créé. Au niveau moteur de rendu, ici, vous allez tout laisser par défaut. Forward Plus, vous n'avez pas besoin de mobile ou compatibilité, c'est si vous voulez faire un jeu qui est exporté sur mobile ou ce genre de choses que vous êtes préoccupé par ça. Mais de toute manière, tous les réglages qui sont ici, vous pourrez les faire après coup. Et ici, Version Control Metadata, laissez Git. Et si vous voulez plus d'informations sur ce que c'est que Git, j'ai une série de vidéos que je vous mets dans la description pour apprendre Git et le version control. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir parce que Git, c'est vraiment très bien. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Alors, on va faire créer et ouvrir et ça va nous créer un projet vierge. On attend que ça charge. Godot est en train de créer le projet. Voilà, une fois que votre projet il est créé, vous allez avoir cette vue-là. Donc, c'est juste le moteur vide. Et ce qui se passe avec Godot, c'est un peu particulier. C'est différent des autres moteurs comme Unity ou Unreal, par exemple. C'est que Godot, il a deux moteurs séparés. Il a un moteur 3D et un moteur 2D. Et les deux sont différents. Donc vous pouvez faire des jeux complètement 2D, des jeux complètement 3D. À la différence de Unity ou Unreal, où quand vous faites un jeu 2D, en fait, c'est un monde 3D dans lequel on met des plans à plat et la caméra en face. Et ça nous fait un jeu 2D. Ici, on a un vrai moteur 2D complètement dédié.
ce qui va simplifier pas mal de choses. Donc nous, on veut faire un jeu 2D, donc on va aller dans l'onglet 2D tout en haut ici. Donc on va cliquer sur 2D, et là on a une vue en 2 dimensions plutôt qu'une vue en 3 dimensions comme on avait tout à l'heure. Et donc ça, c'est la vue par défaut qu'on a quand on lance Godot, et je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne Godot. Et je vais vous l'expliquer en faisant la première chose qu'on va faire souvent quand on fait un jeu, c'est-à-dire faire notre personnage principal. Alors première chose à noter, c'est qu'en bas à gauche, vous avez un onglet système de fichiers ici, qui vous montre l'arborescence de votre projet. Donc ce que j'appelle l'arborescence, c'est le dossier dans lequel est votre projet, qui est appelé res : ça c'est la racine de votre projet. Et à l'intérieur, pour l'instant, vous avez rien, vous avez juste l'icône de Godot, en .svg là, et c'est tout. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est créer un dossier. Donc on va cliquer droit sur res, on va faire nouveau, et là on va faire folder. C'est un moteur open source, donc il est traduit au fur et à mesure un petit peu que le développement avance. Donc il y a certaines choses que vous allez voir en anglais et d'autres en français, parce que le moteur est codé en anglais, et il est traduit par la suite au fur et à mesure. Donc il se peut qu'il y ait certaines choses qui soient en anglais des fois dans le moteur, même si votre moteur est configuré en français. Mais peu importe, ici on va juste faire nouveau folder, donc folder ça veut dire dossier. Donc nouveau dossier, on va créer un dossier qui s'appelle scenes, des scènes, et vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, Godot fonctionne avec des scènes. Donc quand on lance le jeu, en fait on lance une scène dans Godot. Et ici, ce qu'on va faire, donc, c'est la scène de notre personnage. Alors, pour bien comprendre ce que c'est qu'une scène, on va y venir au fur et à mesure, vous allez voir, c'est assez simple. Ici, on va faire la scène qui représente notre personnage. Donc, ce qu'on peut faire pour faire une scène, on a un petit outil ici pour créer une scène assez rapidement. Donc ici, Godot vous propose les options les plus courantes pour faire votre scène. Nous, ici, on va faire autre nœud. Et ici, vous avez une liste absolument énorme de tous les nœuds que Godot possède. Et je vais vous expliquer aussi ce qu'est un nœud, ne vous en faites pas. Pour l'instant, on va chercher dans la barre de recherche Character Body 2D. Donc, Character Body 2D, c'est ce qui va nous permettre de faire notre personnage. Donc on va faire ça, on va créer. Et voilà, donc là, il nous a créé notre première scène dans laquelle on a un nœud qui s'appelle Character Body 2D. Ce nœud, je vais double-cliquer dessus pour le renommer. Et je vais l'appeler Player. Parce que ça va représenter le joueur ou la joueuse dans le jeu. Maintenant, vous noterez qu'il y a marqué ici non enregistré. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, ici, on a créé une scène dans laquelle on a mis un nœud qui s'appelle player. Je répète un peu les mots pour que le vocabulaire rentre. Mais cette scène, on l'a enregistrée nulle part en fait. Pour l'instant, elle est éditée actuellement dans le moteur, mais on ne l'a pas enregistrée dans un fichier. C'est-à-dire que là, si on quitte le moteur et qu'on revient, on a perdu notre travail. Il faut qu'on enregistre notre scène pour pouvoir récupérer notre travail. Donc pour ça, on va juste faire CTRL-S pour sauvegarder. On va aller dans scène. Par défaut, il va vous mettre le même nom ici. Donc là, il me propose player.tscn. Il vous met le même nom player que le nœud principal de votre scène. On va faire enregistrer. Donc .tscn, c'est l'extension de fichier pour les scènes dans Godot. C'est-à-dire text scene. Donc on enregistre. Voilà, donc là, on a créé notre première scène avec notre premier fichier player.tscn. Et ce fichier représente notre scène. Maintenant, pour l'instant, notre personnage... il ne fait rien, et il n'a même pas de représentation graphique à l'écran. On ne voit même pas à quoi il ressemble. Donc ce qui serait bien, c'est de commencer par lui mettre ce qu'on appelle un sprite. En fait, un sprite, c'est un élément dans Godot qui va nous permettre d'afficher une texture. Mais avant de pouvoir faire ça, il va falloir qu'on importe les textures qu'on va utiliser dans notre jeu. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais juste dans scène, je vais clic droit, je vais faire nouveau, folder encore, je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler player, et dans player, je vais mettre player.tscn. Donc je vais drag and drop ici, pour ranger un petit peu, parce que au fur et à mesure qu'on va développer le projet, on va avoir de plus en plus de scènes, et donc ça serait bien que ça soit un petit peu rangé pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc là, dans mon dossier player, je vais créer encore un nouveau dossier, que je vais appeler sprites. Et alors ici, je vais utiliser des textures à moi, mais vous pouvez utiliser des textures que vous voulez, grosso modo. Ici, pour les besoins du tuto, je vais utiliser des textures que j'ai faites moi-même. Vous allez retrouver le lien dans la description vers une page itch.io qui vous permet de télécharger l'ensemble des sprites que j'utilise dans cette série de tutos. Si vous voulez faire exactement la même chose que moi, je vous invite à cliquer sur ce lien, télécharger les textures, et puis vous pourrez suivre le tuto exactement de la même manière que moi. Donc voilà, moi j'ai un dossier tuto Asteroids ici qui contient toutes mes textures dont je vais avoir besoin. Et ici je vais juste prendre le ship.png que vous voyez là, et je vais le drag and drop en fait. Je le prends, je le lâche dans le dossier sprite ici, et ce qui va se passer c'est que Godot automatiquement il va importer le fichier et il va me le mettre ici. Donc ici dans l'arborescence du projet, j'ai récupéré ma texture ship.png que je vais pouvoir utiliser. Bon alors maintenant, comment j'affiche ma texture ?
Bah ici, c'est ici qu'on va rentrer un petit peu dans le détail de comment Godot fonctionne. En fait, Godot fonctionne avec un système de nœuds. J'en ai parlé un petit peu avant, on appelle ça des nodes en anglais. Mais node en anglais, ça veut dire nœud, en fait. Donc en fait, tout ce que vous faites dans Godot est représenté sous forme d'une arborescence, d'un arbre. Vous avez un nœud qui est la racine, donc ici vous avez le nœud player qui va être la racine de votre scène. Et vous pouvez mettre des nœuds enfants à cette racine, qui vont servir à faire d'autres choses. Donc ici, notre player, il va servir à déplacer le personnage, gérer les collisions, etc. Et on va lui mettre un nœud enfant qui va permettre d'afficher une texture. Donc je vais faire clic droit, ajouter un nœud enfant, et ici je vais chercher Sprite. Vous avez Sprite 2D, donc je vais faire créer. Et ici vous voyez, j'ai un nouveau nœud qui s'appelle Sprite 2D, qui est vide, pour l'instant il n'affiche rien. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'à droite de l'interface, donc ici, j'ai un ensemble de propriétés que je peux modifier de ce Sprite 2D. Et la première propriété que vous allez voir, c'est la propriété texture qui est ici. Et vous voyez, elle est marquée empty, ça veut dire vide. Donc ici, il n'a pas de texture. Je vais prendre mon ship.png là, mon vaisseau. Je vais le drag and drop là-dedans. Et là, magie du direct, ce qui se passe, c'est que voilà, mon sprite affiche la texture. Alors vous aurez peut-être remarqué que il l'affiche, mais c'est un peu moche quand même, hein, parce que c'est tout flou, c'est tout... c'est censé être du pixel art, donc c'est censé être bien précis. Là, c'est tout flou et dégueulasse, quoi. Comment ça se fait? Alors déjà, je vais faire CTRL-S. Quand vous avez une petite astérix ici, ça veut dire que votre scène a des modifications qui n'ont pas encore été sauvegardées. Donc je vais faire CTRL-S pour sauvegarder ma scène. Comme ça, si j'ai un problème, ma scène est sauvegardée. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Godot, par défaut, il n'est pas fait pour faire des jeux en pixel art. En fait, vous pouvez faire des jeux en pixel art avec, il n'y a pas de souci. Mais par défaut, il est configuré pour des jeux qui ne sont pas en pixel art. Et donc il va falloir changer un petit paramètre dans les paramètres du projet pour qu'il gère les textures en pixel art de la bonne manière. Donc, on va aller dans Projet. On va aller dans Paramètres du projet. Et là, dans Paramètres du projet, vous avez donc tout un tas de paramètres que vous pouvez régler, tout un tas de sous-dossiers ici avec plein de paramètres que vous pouvez régler. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est on va chercher dans la barre de recherche en haut le mot filter, qui veut dire filtre en anglais. Et vous allez voir dans la catégorie texture ici, Default Texture Filter. Donc c'est la façon dont le moteur va filtrer les textures, pour la manière dont il va les afficher, en fait, finalement. Et par défaut, vous avez linéaire. Et en fait, on va changer linéaire à nearest. Au plus proche, ça veut dire nearest. Et donc, on va faire fermer. Et là, vous voyez, il m'affiche bien mon pixel art correctement. Vous auriez pu le changer pour un seul sprite. Mais là, le fait de l'avoir changé dans les paramètres du projet fait que tous les sprites de votre projet vont être affichés de cette manière. Donc, vous n'aurez plus le problème par la suite. Donc voilà, on a notre personnage. Il a une texture. Mais pour l'instant, il est incapable de se déplacer. Donc voilà, jusqu'ici, on a mis deux nœuds dans notre scène. On a le nœud principal, le character 2D. On va revenir à quoi ça sert et pourquoi on a fait ça. Et on a notre sprite qui, lui, ne sert que à afficher une texture. Et c'est comme ça que fonctionne Godot, en fait. Ça fonctionne par composition. C'est-à-dire qu'on va composer notre scène en utilisant différents nœuds qui ont différentes fonctions, qui sont uniques, par exemple afficher un sprite, ou jouer un son, ou déterminer une hitbox, par exemple une boîte de collision. Voilà, il va y avoir tout un tas de composants comme ça qu'on appelle des nœuds qui vont nous permettre de composer ensemble une scène. Donc maintenant, ce que je peux essayer de faire éventuellement, c'est lancer le jeu pour voir ce qui se passe. Si vous allez chercher en haut à droite, vous allez avoir un bouton play ici. Et il y a marqué, vous voyez, si je laisse ma souris dessus, lancer le projet, entre parenthèses F5. Donc ça veut dire que si j'appuie sur ce bouton-là, ça va lancer le jeu. Donc je vais faire ça. Et ici, il me dit aucune scène principale n'a été définie, en sélectionner une. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est simplement que Godot, par défaut, il a besoin d'une scène principale, donc c'est la scène par défaut. En fait, c'est la scène qui va être lancée au moment où vous allez lancer le jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire sélectionner, je vais sélectionner une scène. Pour l'instant, je vais lui dire ma scène principale, on n'en a qu'une, donc on va lui dire c'est player. On pourra la modifier par après, il n'y a aucun souci. Donc là, il essaye de lancer le jeu, et qu'est-ce qui se passe? Il me lance une fenêtre vide, avec un tout petit coin rouge en haut à gauche, je sais pas si vous avez remarqué. En fait, c'est tout simplement que là, le personnage, il est à la position 0,0. Si vous cliquez sur Player ici, vous allez pouvoir aller chercher dans les propriétés. Et dans Transform, vous allez avoir sa position est 0,0. Donc Transform, c'est tout ce qui concerne sa position, sa rotation, son échelle, etc. Et il se trouve que dans les moteurs 2D, alors c'est le cas dans 90% des moteurs 2D, c'est pas le cas partout, mais c'est le cas dans l'extrême majorité des cas, la position 0,0, c'est la position en haut à gauche de votre écran. Donc si on veut notre personnage au milieu de notre écran, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dézoomer,
Et vous voyez, là, on a un cadre violet, en fait, qui représente la taille de notre écran. Donc ça, c'est la taille de l'écran de jeu. Quand vous allez lancer le jeu, vous allez voir tout ce qu'il y a dans ce cadre-là. D'accord? Je vais prendre l'outil déplacement. On va utiliser l'outil déplacement qui va me servir à déplacer le nœud qui est actuellement sélectionné. Donc ici, j'ai mon nœud player et je vais le déplacer dans le monde du jeu, en fait. Donc je prends mon player, je le mets à peu près au milieu de l'écran. Et ce qui se passe, en fait, quand j'utilise cet outil-là, c'est que si je retourne sur mon nœud player, vous allez dans Transform, et vous allez voir ici, ah, il m'a changé ma position. En fait, j'ai changé la position du nœud player, et ça a permis de le mettre au milieu de l'écran. Donc là, si je relance le jeu en faisant F5, vous allez voir que mon personnage est au milieu de l'écran. Donc mon personnage est bien au milieu de l'écran, mais alors, il est minuscule. Donc un truc que je vais vouloir faire, je pense, c'est avoir une résolution qui est adaptée au pixel art. Le pixel art, ça fait que vous avez des textures qui sont toutes petites, évidemment, parce qu'elles sont faites avec des pixels. Et donc du coup, si vous avez un écran qui est trop grand, elle se retrouve minuscule au milieu de votre écran. Donc ce qu'on va changer, c'est qu'on va changer les paramètres par défaut de l'écran du jeu, c'est-à-dire la taille de résolution du jeu. Donc on va aller dans Projet, encore une fois, on va aller dans Paramètres du projet. Ici, donc on va enlever notre recherche. Et ici, on va aller dans Affichage Fenêtre. Et ici, vous avez la taille d'affichage de votre jeu. Donc vous avez la largeur ici, et vous avez la hauteur ici. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a une partie qui est en français et l'autre en anglais, mais peu importe. Ici, on va mettre une taille qui est plus raisonnable pour du pixel art. On va mettre 480 par 270, par exemple. Donc si je fais ça, je sauvegarde et que je lance le jeu, vous allez voir la taille de la fenêtre. Voilà, la taille de la fenêtre est beaucoup plus petite et c'est beaucoup mieux. Par contre, vous voyez, notre personnage, il est plus dans la fenêtre. Et pourquoi? Parce que, vous voyez, la taille de la fenêtre a été mise à jour dans le jeu. Et comme elle était beaucoup plus grande tout à l'heure, et qu'on a mis le personnage au milieu de la fenêtre, il se retrouve en dehors maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va fermer ça. On va prendre notre personnage, on va réutiliser l'outil déplacement. Donc le raccourci, c'est W. Et on va le mettre au milieu de l'écran. Voilà, là, si je relance... Ok, j'ai mon personnage qui est au milieu de l'écran, tout va bien, ça se passe bien. Bon, maintenant, on a notre personnage, notre vaisseau. Il a un sprite, il est au milieu de l'écran, tout va bien, mais il faudrait peut-être qu'il se déplace maintenant quand même. Et c'est ici qu'on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, et on va devoir coder la manière de se déplacer du personnage. Alors comment on fait pour coder des comportements dans Godot? Alors, avant toute chose, pour rester organisé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans notre dossier player, on va faire clic droit dessus, et on va créer un nouveau dossier qui va contenir les scripts. Ok. Donc là-dedans, dans Script, c'est ici que je vais ranger tous les scripts qui sont relatifs à mon personnage. Ok, maintenant que j'ai ce dossier script, je vais cliquer droit sur mon player, et vous allez voir qu'ici, vous allez avoir attacher un script. Je vais faire ça, je vais attacher un script, et ici, vous ouvre une fenêtre qui va vous servir à régler les paramètres de base de votre script. Donc vous avez le langage ici, mais là, dans cette version de Godot, vous avez que GDScript. Donc qui est le langage par défaut de Godot. Nous, on va coder en GDScript. Hérité2, vous n'allez pas toucher pour l'instant. Nom de classe, pareil, vous n'allez pas toucher. Modèle, vous aurez sûrement Character 2D Basic Movement par défaut. En gros, c'est Godot, il vous propose un script un peu de mouvement de base par défaut pour vous mettre le pied à l'étrier. Ici, je vais vraiment vous apprendre les choses de zéro pour vraiment vous enseigner comment ça fonctionne en fait. Donc on va partir d'un script vide. Donc je vais faire Object Empty, ça va être un script complètement vide. On va pas cliquer sur script intégré. Et par contre, ce qu'on va changer, c'est le chemin, parce que là, il va me le mettre à la racine du dossier player. Vous voyez, il fait scène player.gd. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le mettre dans script et là mettre player.gd. Alors .gd, c'est l'extension de fichier pour les fichiers en GDScript. Donc on va faire ouvrir, on va créer. Et vous voyez, là, il nous crée un nouveau fichier, player.gd. Et il nous met ici, dans l'éditeur de script, avec un fichier vide qui contient juste une ligne avec extends character body 2D. Alors pourquoi ça fait extend character body 2D? Parce qu'en fait, on crée un script qu'on a mis sur un nœud character body 2D. Donc pour pouvoir disposer de tout le comportement, toutes les propriétés que possède un character body 2D, il va falloir qu'on utilise le mot-clé extend. Donc déjà, avant tout, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on veut que notre personnage y fasse. Avant de commencer à coder son comportement, déjà, il faut réfléchir dans notre tête comment on veut qu'il se comporte. Et moi, mon but, c'est de faire un vaisseau qui se déplace avec les flèches directionnelles et qui se tourne en direction de la souris. Et pour l'instant, on va coder juste le déplacement déjà. Donc vous pouvez naviguer entre la vue 2D de votre scène et l'éditeur de script avec les onglets qui sont en haut là. Vous voyez, je suis passé tout à l'heure de script à 2D. Si je réappuie sur script, il va me remettre dans le script dans lequel j'étais.
Ici, ce qu'on va faire, première chose, c'est déclarer une variable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une variable? Alors, j'explique pour les débutants. Les gens qui ont déjà fait du code, pour vous, ça va vous paraître super élémentaire ce que je raconte. Mais pour les débutants, c'est important. Il faut que je vous explique ce que c'est qu'une variable. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une variable? En fait, une variable, c'est juste comme une bouteille qui contient du liquide. Donc, la variable, c'est le contenant, c'est la bouteille. Et elle contient du contenant. Donc là, disons de l'eau ou du lait, par exemple, dans cette bouteille. Et donc, cette variable, elle a deux caractéristiques. Elle a un nom. Donc ce serait l'étiquette qu'on mettrait sur la bouteille, par exemple. Donc, par exemple, je vais dire que ma variable, elle s'appelle lait, et dedans, je vais mettre du lait. Donc c'est une bouteille qui a une étiquette lait dessus, et dedans, je mets du lait. Donc par exemple, si je faisais ça en script, ça se présenterait comme ça. On déclare une variable en faisant var. Le mot-clé var sert à déclarer une variable. Je vais l'appeler lait, par exemple. Et dedans, je vais mettre une chaîne de caractères qui dit lait. Voilà, c'était pour faire un petit peu écho à l'exemple que je vous donnais avec la bouteille et le contenant. Mais une variable, c'est juste un objet qui a un nom. Donc ici, le nom, c'est lait. C'est ça, là. C'est ce que vous avez en blanc ici. Et un contenu. Donc c'est la valeur qui est contenue par la variable, qui est ici. Et ici, c'est une chaîne de caractères qui contient le mot lait. Maintenant, je peux faire complètement autre chose. Donc si je supprime cette ligne, je vais faire CTRL-SHIFT-K, ça permet de supprimer une ligne. Je pourrais faire... var chiffre, pour l'instant je mets en français, égale 2. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclaré une variable qui s'appelle chiffre, et qui a le chiffre 2 à l'intérieur. Donc la valeur 2 à l'intérieur. Et donc maintenant, si je fais chiffre A, et que je duplique ma ligne en faisant CTRL-SHIFT-D, et chiffre B, que je mets 3 dedans, j'ai deux variables. Une qui contient le chiffre 2, une qui contient le chiffre... Voilà, maintenant ce que je peux faire, c'est par exemple, je veux avoir le résultat de l'opération A plus B. Donc ce que je vais faire, c'est simplement déclarer la fonction ready. Alors, je vous expliquerai plus tard pourquoi ready, qu'est-ce que c'est qu'une fonction, etc. Pour l'instant, on va mettre ça de côté. Ce qui va être dans la fonction ready va être exécuté dès que vous lancez le jeu. Pour l'instant. On va faire simple. Donc je vais mettre une fonction ready dans laquelle je vais dire je vais déclarer une nouvelle variable que je vais appeler résultat, par exemple. Et résultat, ça va être égal à chiffre A plus chiffre B. Ok? Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'ai deux variables A et B. A contient 2, B contient 3. Et je mets le résultat de l'opération A plus B, c'est-à-dire 2 plus 3, dans la variable résultat. Donc ici, résultat contient la valeur 5. Et donc maintenant, ce que je peux faire, c'est print. Donc print pour imprimer. Et je vais print résultat. Alors la fonction print, à quoi ça sert? Ça sert à afficher du texte dans la console. Et la console dans Godot, elle est en bas, elle est ici, là c'est l'espèce de cadre vide. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais lancer le jeu, donc il va déclarer ces variables-là, il va exécuter ce code qui est là parce qu'il est dans ready, donc il s'exécute dès que le jeu se lance. Et ce code, il va juste faire, j'additionne A et B, je mets la valeur dans résultat. Et après, je print la valeur de résultat. Donc dans la console va s'afficher la valeur qui est dans la variable résultat. Donc là, si je fais F5 pour lancer le jeu, mon jeu se lance tout bien. Et en bas, vous voyez, il y a affiché 5. Parce que 5, c'est la valeur de chiffre A plus chiffre B. Ouais, c'est pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent les variables. Les variables, c'est des contenants. Les variables, c'est des contenants. Elles ont un nom et elles ont un contenu. Maintenant, les variables, elles peuvent posséder tout un tas de choses différentes à l'intérieur. On a vu les chiffres, les entiers. On a vu les chaînes de caractères tout à l'heure, quand j'ai fait la variable lait qui possédait la chaîne de caractères lait. Mais en fait, ça peut posséder tout un tas d'autres valeurs. Et ici, on va directement aller dans du code qui va nous être utile. On va appeler une variable speed, parce que quand on code en anglais, en général. Et cette variable, je vais lui donner la valeur 200. Et je vais mettre .0, parce qu'il y a une petite subtilité en fait. Vous avez deux types de chiffres en programmation en général. Vous avez deux types de chiffres que vous pouvez stocker dans une variable en GDScript. Vous avez les entiers. Donc entier par exemple égale 200. Et vous avez les réels, qui est un autre type de chiffre. En fait, les réels, c'est des valeurs à virgule, simplement. Et donc là, ça serait 200.0. Et en fait, ces types-là, entiers ou réels, ils ont un nom
en programmation. Le type entier, ça s'appelle int. C'est pour integer, qui est le mot qui veut dire entier, littéralement, en anglais. Integer. Et pour les réels, on a un autre mot. Et pour les réels, on a un autre mot qui s'appelle float. Alors, float, c'est pour floating point value. Je vais pas vous expliquer pourquoi on appelle ça comme ça, parce que ça serait trop long, mais voilà. Float, c'est pour les réels. Int, c'est pour les entiers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je mets 2 points, le nom du type, et ensuite la valeur? Ça veut dire que ma variable entier ici ne peut contenir qu'un entier. Ça veut dire que je ne peux pas modifier par ailleurs sa valeur et lui donner autre chose. Si je lui donne une chaîne de caractères, si je lui donne un float à la place d'un int, ou quoi que ce soit, ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est ce qu'on appelle typer une variable, c'est-à-dire forcer la variable à ne contenir que un entier. Donc cette variable ne peut contenir qu'un entier. Et vous me direz, mais pourquoi faire ça? Parce que qui peut le plus peut le moins, s'il peut contenir n'importe quoi, c'est mieux, non? Alors théoriquement, oui. Mais sauf que nous autres développeurs, nous sommes des humains, et nous sommes faillibles. Et donc, quand on se retrouve avec des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers de lignes de code dans notre projet, il est bon de savoir ce que contient une variable, et de savoir quel type elle contient. Ça évite de faire des erreurs et de causer des bugs par oubli ou par erreur ou par... voilà. Et en plus de ça, je ne vais pas vous rentrer dans les détails de pourquoi, du comment, mais ça cause aussi un gain de performance. Quand vous typez vos variables, le moteur peut les traiter de manière plus performante. Bon alors, revenons-en à nos moutons. On a une variable speed qui détermine la vitesse de notre vaisseau. D'accord ? Donc revenons-en à nos moutons. On a notre variable qui s'appelle speed et qui sert à déterminer la vitesse de notre vaisseau. Maintenant, il va me falloir une autre variable que je vais appeler direction. On reste en anglais, hein, c'est direction, c'est le même mot. Je vais avoir besoin d'une deuxième variable qui va s'appeler direction, toujours en anglais, qui va déterminer la direction vers laquelle on se déplace. Donc je vais déterminer une deuxième variable qui va s'appeler direction, et je vais la mettre égale à vector2.0. Alors ici, vous aurez noté que j'ai pas typé mes variables, on va le faire. Je vais faire 2.float, ça veut dire que ma vitesse, ça sera toujours un réel, donc ça sera toujours une floating point value. Et ici, ce que je peux faire, c'est faire 2 points égales vector 2.0. En fait, ce qui se passe quand vous faites 2 points égales, c'est que le moteur va déduire le type de votre variable à partir de la valeur que vous lui avez donnée ensuite. Donc ici, je lui ai donné la valeur vector 2.0. Donc il va déduire que le type qu'il doit avoir dans direction, c'est le même que celui de la valeur qui est là. Or, le type qui est là, c'est un vector 2. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vector 2? En fait, un vector 2, c'est un type qui contient 2 floating point value, en fait. Donc, en fait, j'aurais pu l'écrire comme ça aussi. Vous voyez, quand je fais juste vector 2 parenthèse, il me propose plusieurs solutions. Il y a plusieurs manières de construire un vector 2, on dit. Et la troisième, vous voyez, vous avez la valeur x et la valeur y. En fait, un vector 2, c'est juste une entité qui représente 2 valeurs en même temps. Et souvent, ça, on s'en sert pour représenter des positions ou des directions. Donc là, ce que j'ai fait tout à l'heure, vector 2.0, c'est exactement la même chose que de faire ce que j'ai fait là. Vector 2, parenthèse 0 en x, 0 en y. C'est strictement équivalent en fait. Mais j'aime bien le mettre comme ça, voilà, je trouve ça bien clair, bien littéral. J'aime bien. Bon, alors on a beaucoup bavardé, mais on n'a pas beaucoup codé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va coder le mouvement de notre vaisseau. Donc comment on va faire ça? Alors dans Godot, si vous voulez récupérer un input, alors ce qu'on appelle un input, c'est quand un utilisateur ou une utilisatrice utilise son clavier ou sa souris ou une manette ou peu importe le contrôleur, peu importe le périphérique, quand l'utilisateur ou l'utilisatrice appuie sur un bouton, ça c'est ce qu'on appelle un input, une entrée en fait. Et dans Godot, il y a une fonction qui s'appelle input justement. Donc on va faire func underscore input. Vous voyez, le moteur vous le propose. Là, vous avez une liste de fonctions qui ont ce nom-là. Et là, il vous propose input. Donc on va juste appuyer sur entrée à la ligne input. Et donc il va nous faire ce qu'on appelle l'autocomplétion, c'est-à-dire que en choisissant la fonction, il va vous écrire toute l'entête. Alors je vous expliquerai plus tard comment fonctionnent les fonctions, etc. Pour l'instant, vous allez devoir me croire sur parole. Alors à quoi sert cette fonction input? Cette fonction input, en fait, elle est appelée automatiquement par le moteur à chaque fois qu'il y a un input. Donc à chaque fois que l'utilisateur ou l'utilisatrice a appuyé sur une touche de son clavier, ou a bougé sa souris, ou a utilisé la molette de sa souris, ou n'importe quel input, à chaque fois qu'il y a eu un input,
le moteur va appeler cette fonction. Donc là, c'est ce qu'on veut faire, parce qu'à chaque fois qu'on détecte un input, on veut essayer de voir est-ce que l'utilisateur essaye de bouger ou non notre vaisseau, en fait. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire direction. En fait, on va essayer de déterminer la direction dans laquelle l'utilisateur ou l'utilisatrice, le joueur ou la joueuse, essaye de se déplacer. Et pour ça, dans Godot, il y a une fonction qui est extrêmement pratique, qui est la suivante. Vous pouvez faire égal input, avec un i majuscule, point, getVector. Alors pour celles et ceux qui ont utilisé les anciennes versions de Godot, c'est une fonction qui est assez récente, qui est extrêmement pratique, parce qu'elle permet de simplifier le code énormément. Et elle sert à récupérer, en fait, et dans quelle direction l'utilisateur cherche à se déplacer en fonction des inputs qu'il a fait, en fait. Et vous voyez, là, il me dit... Alors, si je fais juste getVector, il me dit too few arguments for getVector. Donc là, il me renvoie une erreur. Hein. Il me dit il y a une erreur à la ligne 12. Et on est ligne 12. Too few arguments for getVector. Donc, too few arguments, ça veut dire il n'y a pas assez d'arguments pour getVector. Expected at least 4, but received 0. Donc, ça veut dire j'attendais 4 arguments, mais j'en ai reçu aucun. Bon, les arguments et tout ça, on va voir dans un instant qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Mais avant ça, ce qu'il va falloir faire, c'est retourner dans les paramètres du projet. Et là, on va aller dans Contrôle, ici. Et ici, on va rajouter les actions qui nous vont bien. En fait, c'est les actions que le jeu va détecter, que nous, on va paramétrer pour que le jeu les détecte, en fait. Donc, typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une action ici. On va l'appeler Move Up, par exemple. On va faire Ajouter. On va utiliser le plus qui va nous servir à rajouter un input. Donc ça veut dire que ici, je vais appuyer sur la touche flèche du haut de mon clavier. Hop. Et là, vous voyez, automatiquement, il va détecter quelle est la touche qui correspond. Ici, on va rien toucher aux paramètres, on va juste faire OK. Et là, en gros, il a assigné la touche Up, donc la flèche du haut de mon clavier, à l'action Move Up. Donc je vais faire pareil pour les 4 directions. Donc je vais faire Move Down. Ajouter. Paf. La touche vers le bas. Tac. Je vais faire pareil pour Move Left. Ajouter. Paf. Touche vers la gauche. OK. Et Move Right. Ajouter plus la touche vers la droite. OK. Donc là, j'ai mis 4 actions. Move Up, Move Down, Move Left, Move Right. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que, en fait, la fonction input.getVector, elle a besoin de 4 actions pour savoir quels sont les différents inputs sur lesquels le joueur peut appuyer qui vont déterminer sa direction. Et alors, pour voir un petit peu la documentation, pour aller parce que si vous pouvez ne pas vous souvenir à chaque fois de comment on fait pour faire tel truc, qu'est-ce que getVector attend comme argument, etc. Vous allez sûrement oublier. Ce que vous pouvez faire, c'est vous faites CTRL-clic sur le nom de la fonction. Et en fait, Godot, il va vous emmener automatiquement à la page de la documentation qui correspond et au bon endroit de la documentation. Donc vous voyez, là, on est à l'endroit de getVector de la documentation. Donc en fait, là, c'est une description de ce que fait la fonction, ce qu'elle attend comme argument et ce qui va en résulter, en fait. Donc là, ça peut être un peu difficile à lire si vous êtes débutant. Mais en gros, il me dit qu'est-ce que j'attends comme input qui va représenter le déplacement vers la gauche. En fait, négatif X, c'est le déplacement vers la gauche. Parce que si je me déplace vers le négatif sur l'axe des abscisses, je vais aller vers la gauche. Positif X, c'est vers la droite. La valeur positive sur l'axe des abscisses, c'est vers la droite. Négatif Y et positif Y, pareil pour l'axe des ordonnées. Alors attention, parce que l'axe des ordonnées dans un jeu vidéo, il est inversé par rapport à vos cours de maths que vous avez pu avoir au collège ou au lycée. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le point 0,0 dans un jeu, il est en haut à gauche de l'écran, comme on l'a dit tout au début. Il n'est pas en bas à gauche, comme vous le faites en cours de maths. Il est en haut à gauche. Ce qui veut dire que l'axe des Y, plus vous montez sur l'axe des Y, plus vous descendez dans l'écran. Donc là, c'est 0, et là, c'est 200 et quelques. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici, vous avez une petite graduation. Ici, c'est marqué 0, et là, il y a marqué 250. Donc là, vous êtes à 250 sur l'axe des Y. D'ailleurs, vous pouvez voir la position d'un point, si vous ne vous souvenez pas, avec le petit outil règle ici. Juste vous appuyez, sans bouger la souris, vous appuyez quelque part, il va vous indiquer la position. Et vous voyez ici, la position, il m'indique -3 en X et 230 en Y. Alors que si je vais au-dessus, la valeur est négative. Donc l'axe des ordonnées est inversé. Les plus sont en bas, les moins sont en haut. Et il ne faut pas oublier ça, c'est très important.
Donc ici, il attend quoi? Il attend négative X. D'ailleurs, il vous le rappelle, là, quand vous commencez à taper quelque chose, il vous rappelle que c'est négative X qu'il attend ici. Donc là, négative X, c'est se bouger vers la gauche, donc on va mettre move left. Ensuite, l'argument suivant qu'il attend, c'est positive X. Alors les arguments, on les sépare par des virgules. Donc là, j'ai mis move left pour la gauche. Je vais mettre move right. Donc là, il me propose les différentes solutions. Donc on va dire OK, je vais sélectionner move right, je vais faire entrée. Il va me le mettre automatiquement. Négative Y. Alors négatif, on a dit c'était aller vers le haut. Hein, plus on va vers le haut, plus on va vers une valeur négative en Y. Donc là, négative Y, c'est up. Et positive Y, enfin, c'est move down. Voilà, alors je vais fermer le jeu. Je vais faire un peu d'espace, histoire qu'on y voit quelque chose. Voilà. Alors si vous voulez mettre l'éditeur de script en grand, vous pouvez appuyer sur la touche tout en haut à droite ici, hop. Ça va vous mettre l'éditeur de texte en grand. Et vous pouvez même fermer le panneau qui est là en utilisant la flèche ici. Ça, vous avez vraiment que le code. Donc ici, en fait, ce que j'ai fait là, c'est récupérer la direction vers laquelle le joueur essaye d'aller en appuyant sur les touches directionnelles de son clavier. Donc ce qu'on peut essayer de faire, c'est utiliser la fonction print, comme tout à l'heure, pour print la direction. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous imprimer la valeur de direction, qui va être un vecteur 2. Hein, on a dit tout à l'heure. C'est un vecteur 2. Donc un vecteur 2, c'est une valeur qui possède un x et un y, donc deux nombres réels. Et donc qui ici représente notre direction. Donc pour l'instant, ça ne va pas déplacer notre personnage, ça va juste imprimer dans la console, quand on va appuyer sur les touches directionnelles, la direction. Alors vous voyez, pour l'instant, il écrit 0 parce que quand je bouge la souris, en fait, ça fait un input. C'est-à-dire, bouger la souris, c'est considéré comme un input par le moteur. Donc quand je bouge la souris, il m'appelle ma fonction input. Et comme il détecte aucun mouvement, il print 0. Par contre, si j'appuie sur mes touches directionnelles, donc j'appuie sur ma flèche de gauche, sans bouger la souris, vous voyez, il m'a imprimé -1. -1 à gauche. Donc -1 en X, c'est bien la touche de gauche. Maintenant, si j'appuie sur la touche du haut, c'est bien -1 en Y. La touche du bas, c'est bien 1 en Y. La touche de droite, c'est bien 1 en X, etc. Donc ça fonctionne. Maintenant, comment à partir de ça, je fais pour bouger? Alors ici, on va utiliser une autre fonction de Godot, de base de Godot, qui va s'appeler physicsProcess. Donc je vais faire func pour déclarer une fonction physicsProcess. Là, on va laisser l'autocomplétion faire son taf. Je mets le mot-clé pass pour l'instant. Alors le mot-clé pass, ça sert à ne rien faire dans une fonction. Quand vous faites pass, il arrive dans la fonction, il voit qu'il y a le mot-clé pass, il en sort. Ça revient au même que de faire return par ailleurs. Voilà, vous pouvez faire l'un ou l'autre. Ça revient au même. Alors la fonction physicsProcess, à quoi elle sert? En fait, Godot, c'est un moteur de jeu, donc ce qui se passe, c'est que par défaut, il est capable de gérer les collisions, la physique, la gravité, la friction, les forces, etc. Tout ce genre de calcul physique qui serait très compliqué à coder soi-même. Il a des fonctionnalités qui sont built-in, qui sont prévues à cet effet, en fait, qui sont déjà présentes dans le moteur et qui sont déjà codées. Mais si on veut faire nos propres logiques qui sont relatives à de la physique, donc la physique de notre jeu, en fait, on peut appeler la fonction physicsProcess, qui va être appelée automatiquement par le moteur 60 fois par seconde. Donc il faut essayer d'éviter de mettre de la logique trop compliquée dedans, parce que évidemment c'est appelé très souvent par le moteur. Et ça va nous servir à faire tout ce qui concerne de la physique. Donc déplacer des objets, leur appliquer des forces, la gravité, etc., etc. Donc tout ce qui concerne la physique, ça va se passer dans la fonction physicsProcess. Mais attention, on veut y mettre que... Donc nous ici, qu'est-ce qu'on veut y faire dans cette fonction physicsProcess? On veut y calculer notre vélocité. Qu'est-ce que c'est que la vélocité? La vélocité, en fait, tout simplement, c'est une vitesse dans une direction donnée. Donc ici, pour pouvoir déplacer notre personnage, il va falloir qu'on calcule sa vélocité. Et il se trouve que dans Godot 4, la vélocité, c'est un paramètre qui est déjà implémenté dans les objets de type CharacterBody2D. Ici, notre personnage, c'est un CharacterBody2D. Donc il a déjà la variable vélocité qui est implémentée pour nous. Donc on peut juste faire velocity. Et vous voyez, il y a une couleur légèrement différente, un peu grise, gris-bleu là. Légèrement différent du gris habituel. Et cette couleur, ça nous indique que c'est un paramètre built-in, c'est-à-dire un paramètre qui est déjà implémenté pour nous. Et donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est on est en train de dire au moteur, la vélocité de ce personnage, c'est ça.
Et qu'est-ce que c'est? Bah, on a dit une vélocité, c'est la direction fois la vitesse. Alors, je mets la petite étoile parce que quand on fait une multiplication en programmation, on n'utilise pas le fois comme on ferait en français quand on fait des mathématiques. Parce que le fois, ça serait confondu avec le x. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'étoile pour multiplier. Donc ici, j'ai juste multiplié ma direction par ma vitesse. Alors vous noterez, attendez, c'est un peu bizarre quand même, tu multiplies un vecteur 2, donc qui a deux valeurs x et y, par une vitesse qui, elle, c'est juste une seule valeur. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Normalement, ça devrait pas être possible. Bon, il se trouve qu'en GDScript, on peut faire ça, parce qu'en fait, GDScript, il va factoriser automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, il va multiplier le x de direction par speed, et il va multiplier le y de direction par speed. Une factorisation, hein, ce qu'on apprend au collège, il va le faire automatiquement pour nous, parce que en fait, faire des maths avec des vecteurs 2, c'est un truc qui, en game dev, en développement de jeu, c'est hyper courant, mais genre vraiment, on le fait tous les jours, tout le temps. On le fait tout le temps. Et donc du coup, c'est vachement plus simple d'avoir juste à faire multiplier pour faire une factorisation. Ça rend le code vachement plus lisible, vachement plus limpide. Donc ici, en fait, j'ai juste dit, je vais me déplacer à telle vitesse dans telle direction. Donc ça, c'est la vélocité. On a calculé la vélocité, et maintenant, si je lance le jeu, notre personnage, il ne bouge toujours pas, même si j'appuie sur les touches directionnelles. Comment ça se fait? Parce qu'on lui a pas dit de bouger, en fait. On a calculé la vélocité, mais on l'a pas appliqué, on n'a rien fait avec. Et il se trouve que dans Godot 4, alors celles et ceux qui ont utilisé Godot 3 ou Godot 2 ou les versions antérieures de Godot se souviennent sûrement que c'était beaucoup plus compliqué à utiliser à l'époque. Mais maintenant, dans Godot 4, on a une fonction qui fait tout pour nous. On a juste à l'appeler. Cette fonction, elle s'appelle Move and Slide. Et Move and Slide, elle prend aucun paramètre, elle prend aucun argument. On n'a pas besoin de faire comme dans GetVector, de lui passer des arguments séparés par des virgules, comme ça. Elle prend rien du tout. Elle utilise la vélocité qui est un paramètre built-in. Elle utilise la vélocité qu'on a calculée avant. Et à partir de cette vélocité, elle va appliquer un mouvement. C'est le moteur qui va s'occuper de tout, en fait. Donc là, si je fais F5, on a une fenêtre qui s'ouvre, et on a bien notre vaisseau qui bouge quand j'appuie sur les touches directionnelles. C'est pas beau, ça? Donc, avec aussi peu de lignes de code, là, on arrive à faire un personnage qui bouge. Déjà, c'est cool. Bon, alors, il y a un truc qui est un peu ennuyant, c'est que notre fenêtre, elle est toute petite, et du coup, pour la suite du tuto, ça va être un peu ennuyant, parce qu'on va utiliser la souris pour faire en sorte que le vaisseau se tourne dans la direction de la souris. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir la taille de la fenêtre, mais sans agrandir la résolution du jeu. Parce qu'on veut que le jeu reste à une résolution petite pour qu'on voit les pixels du pixel art. Puisqu'on utilise des textures en pixel art. Donc pour ce faire, je vais aller dans Projet, dans Paramètres du projet. On va retourner dans Général. On va retourner dans Affichage fenêtre. Et ici, vous aviez la résolution du jeu. Celle-là, on ne va pas y toucher. Par contre, on va cocher Advanced Settings ici. Donc en fait, par défaut, il y a un certain nombre de paramètres qui nous sont cachés parce que c'est des paramètres un peu avancés normalement. Donc on va cocher ça. Et là, vous allez voir en bas, vous avez Window Width Override et Window Height Override. Et ça, si la valeur est différente de 0, en fait, il va faire une fenêtre à cette taille-là. Donc là, par exemple, ce qu'on veut, c'est dire, on va faire 480 x 2 pour avoir 2 fois plus grand, et 270 x 2. Et donc là, on a 960 par 540. Du coup, il va nous faire une fenêtre de 960 par 540. Mais le jeu sera toujours en 480 par 270. Ce qui veut dire qu'il va redimensionner le jeu pour qu'il soit affiché la taille de la fenêtre. Donc chaque pixel du jeu va être dédoublé pour arriver à la taille de la fenêtre. Donc ici, si je lance le jeu, voilà, la fenêtre, elle est bien plus grande. Et c'est quand même plus confortable. Alors par contre, vous voyez que le jeu, il est toujours à la bonne résolution, mais par contre, il m'a pas étiré les pixels comme je l'avais dit. C'est parce qu'il va falloir qu'on change un autre paramètre. Donc on va venir tout en bas, et ici dans étirement, vous avez mode. Et plutôt que disable, vous allez vous mettre sur canvas item. Voilà. Et donc là, si je fais fermer et que je relance le jeu, voilà. Là, on a la même taille que tout à l'heure, mais avec la fenêtre 2 fois plus grande. Bon, maintenant, j'ai dit tout à l'heure que je voulais déplacer mon vaisseau en fonction des touches directionnelles, mais que je voulais aussi que le vaisseau se tourne en direction de la souris. Comment je vais faire ça? Et bien, toujours dans Physics Process, parce que je vais vouloir que ce code se mette à jour à chaque tick, on dit tick physique du jeu, c'est-à-dire à chaque fois que la physique
fais une nouvelle boucle, donc tout 60 fois par seconde. Je veux que ça se mette à jour 60 fois par seconde. Je veux que mon vaisseau se tourne vers ma souris. Donc comment je fais ça? Donc, ce que je vais faire un petit peu pour rendre le code un peu plus lisible pour l'instant, pour comprendre un petit peu ce qu'on fait, c'est rajouter un commentaire. Alors en GDScript, les commentaires, on les met avec un dièse. Donc, je fais dièse et ensuite tout ce qu'il y a après le dièse, c'est un commentaire. Et alors un commentaire, c'est une ligne de code qui est complètement ignorée en fait. Elle sert uniquement à vous qui lisez le code, à savoir ce que vous êtes en train de faire. C'est une note pour vous-même si vous voulez, ou pour celles et ceux qui travaillent avec vous. Donc ici, je vais dire par exemple move the ship. Donc là, c'est le code qui sert à déplacer le vaisseau. Et je vais faire un autre commentaire qui va dire rotate the ship toward the mouse. Faire tourner le vaisseau en direction de la souris. Alors pour ce faire, comment on fait? Déjà, il faut que je récupère la position de la souris. Pour ça, on a une fonction qui sert à ça. Donc je vais déclarer une nouvelle variable que je vais appeler mouse pose pour mouse position, donc la position de la souris. Et je vais lui dire que cette variable est égale à get global mouse position. Donc vous avez une fonction par défaut dans Godot qui vous permet de récupérer la position de la souris. Donc maintenant, on connaît la position de la souris. La position de la souris est stockée dans cette variable. Maintenant, je veux tourner le vaisseau en direction de cette position. Et alors, comment on peut tourner un objet? Si je retourne dans mon onglet 2D, je vais sur mon nœud Player, et vous allez dans Transform, et vous voyez, il y a une propriété qui s'appelle Rotation, ici. Et si vous modifiez cette propriété, vous avez votre vaisseau qui tourne. Et vous voyez, notre rotation, quand elle est à 0, on est tourné vers la droite. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que en fait, l'angle, il est déterminé par l'angle qu'on a par rapport à l'axe des abscisses. C'est parce que l'angle, il est calculé par rapport à l'axe des abscisses. Et je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer. Donc vous avez votre vaisseau qui est en rouge, mettons, qui est ici, là. Ça, c'est le vaisseau. Donc ça, c'est le vaisseau. Je vais le mettre sur un layer. Pouf. Je vais faire un nouveau layer, hop, pour vous montrer l'axe des abscisses. Hop, cet axe des abscisses, il va être là. Ok. Donc là, ce qui se passe, c'est que mon vaisseau, si je le tourne, mettons, comme ça, hein, donc ça, c'est notre vaisseau, il est tourné comme ça. Là, sa rotation, en fait, il est tourné par là. Donc l'angle de sa rotation, c'est cet angle-là. C'est l'angle par rapport à l'axe des abscisses. Donc nous, ce qu'on va vouloir calculer, quand on a notre curseur qui est, par exemple, là, donc ça, c'est notre curseur, mettons. Et bah, en fait, c'est la position. Donc on trace une ligne entre notre vaisseau et notre curseur, et nous on veut calculer l'angle qu'il y a avec l'axe des abscisses. Donc là, l'angle en question, ça va être ça. Tout ça là. Ça, c'est notre angle par rapport au curseur. Alors fort heureusement, comme Godot c'est bien fait, et que faire ce genre de calcul, c'est extrêmement courant en développement de jeu, en game dev, il y a des fonctions qui sont prévues à cet effet. Donc on va retourner dans le script. Pour récupérer l'angle en question entre mon vaisseau, mon curseur et l'axe des abscisses, donc cet angle-là, l'angle que j'ai dessiné en rose, il y a une fonction pour le faire, et cette fonction, elle se calcule à partir de la position de votre vaisseau. Donc vous avez votre vaisseau, ce vaisseau, il a une position. Donc là aussi, on va utiliser une propriété qui est built-in, c'est-à-dire une propriété qui est donnée par défaut à notre character 2D, un peu comme Velocity tout à l'heure. La propriété global position. Donc vous voyez, il vous le propose, global position, si vous tapez le début du mot. Donc global position, c'est la position de notre vaisseau par rapport à l'origine du monde. Donc là, ici, la position globale de mon vaisseau, c'est là, l'origine du monde, c'est ici. C'est la position que mon vaisseau a par rapport à ce point-là, point 0, 0. Cette position, donc, c'est un vecteur 2. Parce que les positions, c'est une valeur en X, une valeur en Y. Donc en fait, global position, c'est un vecteur 2. Et il se trouve que dans les vecteurs 2, si vous faites CTRL-clic sur le mot-clé vecteur 2, vous allez arriver dans la page de documentation qui correspond au vecteur 2. Et dans cette page, vous allez voir toutes les fonctions que vous allez pouvoir appeler à partir d'un vecteur 2. Et il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire, etc. Et notamment, vous allez trouver la fonction qui s'appelle angle2point, qui est ici, qui vous dit... Donc si je clique dessus, ça m'amène à l'endroit de la documentation où est documenté angle2point. Ça me dit « Returns the angle between the line connecting the 2 points in the x-axis in radians ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça me retourne l'angle entre la ligne qui connecte les 2 points et l'axe des x. Donc en fait, c'est exactement ce que je vous ai montré ici.
on a la ligne qui connecte les 2 points. Et là, il me retourne l'angle entre cette ligne-là et ligne de l'axe des abscisses. Donc, ça me retourne bien l'angle que j'ai en violet ici. Donc c'est exactement ce qu'on cherche à faire en fait. Donc je retourne dans mon script. Donc je clique ici pour retourner dans le script de mon player. Et là, nous, donc ce qu'on veut faire, c'est global position point angle to point. Donc parce que je rappelle, angle to point, c'est une fonction de vecteur 2. Donc c'est à partir d'un vecteur 2 que vous pouvez appeler cette fonction. Donc ici, j'utilise la fonction angle to point. Et donc la fonction angle to point, elle va calculer par rapport au point de départ. Donc là, c'est la position de mon vaisseau. Et il faut que je lui passe en argument le point d'arrivée, le point sur lequel je pointe, qui est ici la position de ma souris. Voilà. Et ça va me retourner l'angle par rapport à l'axe des abscisses. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer une variable pour stocker le résultat. Donc je vais déclarer une variable qui va s'appeler angle, par exemple, angle, et qui va stocker ce résultat. Donc là, on a calculé cet angle-là, hein, je répète, l'angle en violet ici. Voilà, donc on a calculé l'angle, et maintenant tout ce qui reste à faire, c'est tourner notre vaisseau avec la valeur de cet angle. Donc j'ai juste à faire rotation égale angle. Alors rotation, encore une fois, vous voyez, c'est dans une espèce de grille un peu bleue là. C'est une propriété de base de tous vos objets 2D dans Godot. Et vous voyez, c'est cette propriété-là, la propriété que je vous ai montrée tout à l'heure dans l'éditeur. Vous avez la propriété rotation, elle est là. D'ailleurs, si vous voyez n'importe quelle propriété qui est dans l'inspecteur à droite ici, vous pouvez juste laisser votre souris dessus et il vous fait une petite description rapide de ce que c'est. Vous voyez la propriété rotation, il dit rotation in radian relative to the node's parent. Bon. Donc en fait, en modifiant la rotation ici, ça va faire exactement comme quand je suis dans l'éditeur et que je modifie la rotation ici. Ça va faire tourner mon personnage. Donc alors essayons. Voilà, donc on a bien notre vaisseau qui se dirige vers notre souris. Et peu importe la direction dans laquelle on se tourne, il va se tourner vers notre souris. C'est tout pour ce premier tuto, j'espère que ça vous aura plu. On est un peu reparti des bases. Mon ambition, c'est de faire une série qui soit accessible vraiment aux personnes qui débutent complètement dans le développement de jeux. Donc je vais m'adresser aux personnes qui ont jamais fait de développement, qui savent pas coder du tout. Voilà. Et je me doute bien que pour ces personnes-là, la vidéo doit sûrement aller très vite. Donc n'hésitez pas à repasser la vidéo plusieurs fois pour bien digérer, pour bien comprendre tout ce que j'ai dit. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible pour que vous puissiez bien comprendre. Donc évidemment, en une vidéo, on n'a pas pu faire énormément de code parce que voilà, on est en train de voir les bases pour l'instant, un petit peu les mécaniques de base. Et une fois qu'on sera un petit peu rodé, on va pouvoir aller beaucoup plus vite. Ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est qu'on va un peu améliorer les contrôles de notre personnage parce que là, pour l'instant, notre personnage, il a une vitesse qui est constante. Il n'y a pas d'accélération, de décélération. Et pareil pour la rotation par rapport à la souris, il rotate instantanément. Il se met instantanément au bon angle. Et du coup, ça fait des contrôles qui sont très très rigides, qui sont pas agréables. Donc la prochaine fois, on va faire des contrôles un petit peu plus agréables avec une accélération, une décélération, une rotation qui se fait progressivement. Et on va faire en sorte que notre vaisseau il puisse tirer des projectiles dans la direction dans laquelle il se tourne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir sur ma page Ko-fi. Parce que si vous ne le savez pas, je suis développeur de jeux indépendant. Donc évidemment, je gagne pas beaucoup d'argent, je me débrouille un petit peu avec ce que j'ai. Donc si vous pouvez me soutenir, ne serait-ce qu'avec une petite somme, parce que ce tuto vous a été utile, je vous en remercie beaucoup. J'en profite pour vous dire que actuellement je développe un jeu qui s'appelle Xion Leak, qui est un jeu de plateforme de joueurs où vous jouez des robots qui doivent s'enfuir d'une usine parce qu'il y a une fuite de gaz dans cette usine qui détruit tout sur son passage. Il faut s'enfuir très vite. C'est un jeu de plateforme en coopération. Il se joue à 2 et il faut aller très vite. Voilà, ça s'appelle Xion Leak. Je vous mets le lien de la page Steam dans la description. N'hésitez pas à wishlist le jeu si ça vous intéresse. Il y a une démo qui sort le 15 avril qui sera gratuite. Je vous invite à jouer. Et donc je vous invite à tester avec vos meilleurs amis, votre moitié et ou vos frères et sœurs. N'hésitez pas, le jeu est cool et ça me fait plaisir. Sinon, je vous rappelle qu'on a une communauté sur Discord qui s'appelle Pixelwood, qui est un espèce de melting pot de plein de créateurs qui font des trucs différents, du streaming, du game dev, des vidéos YouTube, du pixel art. Donc c'est une communauté qui est chouette. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous avez besoin d'aide sur les tutos ou en pixel art ou en code ou en toute autre chose. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Je vous mets le lien dans la description aussi. Sur ce, ça sera tout pour cette fois. Je vous fais plein de poutous et je vous dis à très bientôt. Salut!